Mais on commence par un autre sujet. Un autre sujet, la réclusion criminelle à perpétuité requise contre Monique Olivier, ex-épouse de Michel Fourniret. On accueille pour en parler Laurent Valdiguier, journaliste d'investigation au magazine Marianne. Bonsoir à vous, Laurent. Et on est très heureux d'avoir sur ce plateau Maître Richard Delgenès, avocat de Monique Olivier. Vous la défendez depuis 20 ans. Qu'avez-vous à dire face à ces réquisitions, la réclusion criminelle à perpétuité ? Écoutez, je trouve ça normal. Voilà une femme qui est poursuivie pour des meurtres, en tout cas pour avoir accompagné un tueur en série. Et je pense que la société ne peut pas faire autrement que de demander la réclusion perpétuelle et puis avec la période de sûreté maximum. Enfin, je trouve ça tout à fait logique. C'est un procès qui touche à sa fin. Ça a été un procès difficile pour vous en tant qu'avocat. C'est un procès lourd. C'est un procès lourd parce qu'on parle quand même On parle surtout de jeunes filles qui ont perdu la vie, qui ont été tuées par un tueur en série. Et à titre personnel, ma cliente supporte le poids de toutes les accusations parce que le tueur en série n'est plus là, parce qu'il est mort. Et que quand vous avez une cliente qui supporte tout, à la fois et sa complicité et les meurtres de Michel Fourniret, mais c'est compliqué. Elle a 75 ans aujourd'hui, qu'elle soit condamnée à perpétuité ou pas, ça ne change pas grand-chose maintenant au fond. Mais c'est évidemment pour les familles des victimes que ce procès est important. C'est aussi pourquoi vous espériez peut-être obtenir plus encore, vous, et évidemment la partie adverse surtout, plus d'elle. Et vous estimez au fond que ce procès n'a pas forcément été bien mené et qu'on aurait peut-être pu obtenir plus d'aveux, plus de révélations de sa part. Bon, il faut bien distinguer les choses. Et les victimes, les parties civiles qui ont des attentes d'un procès, et puis vous avez une accusée que je défends. Donc je n'ai pas les mêmes attentes que les parties civiles, ce qui est normal. Moi, j'ai une posture par rapport à ma cliente, je reste un avocat de la défense. À titre personnel, ma cliente a fait une démarche sur des aveux et sur une manifestation de vérité, et j'ai dû l'accompagner. Donc à un moment, mon chemin peut rejoindre celui des parties civiles, mais mes attentes ne sont pas les mêmes. Alors comme ma cliente est partie sur des aveux, j'aurais aimé qu'on puisse aller un peu plus loin, si vous voulez. À titre personnel, je trouvais que c'était bien par rapport à la démarche qui était la sienne. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Aller plus loin, c'est-à-dire savoir notamment où se trouve le corps d'Estelle Mouzin. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'elle dise en plus ? Non, Monique Olivier a fait des aveux à un juge d'instruction. Ça a duré 500 à 1000 heures d'interrogatoire. Donc le procès n'est pas là pour refaire une instruction en 8 heures ou essayer d'obtenir des choses que des gens professionnels n'ont pas obtenues en 1000 heures. C'est pas ça. C'est que je trouve que on n'est pas loin, si vous voulez, de verbaliser les choses que les victimes voulaient entendre de la bouche de ma cliente. Ça, c'est important. C'est des réponses, là. C'est pas des choses nouvelles, mais c'est juste les verbaliser. Et puis que ça puisse ressortir. C'est ça, c'est cette humanité-là que j'attendais. Voilà. C'est tout le paradoxe d'ailleurs de votre rôle, parce qu'il faut bien dire, ce que j'ai cru comprendre des quelques jours de ce procès, et je trouve ça assez passionnant au fond, c'est que c'est vous qui êtes l'avocat de la défense, qui aviez peut-être le plus de capacité à obtenir d'elle des aveux, ce qui n'est pas tout à fait votre rôle évidemment lors de ce procès, et alors que effectivement l'avocat adverse, lui, manifestement s'y est mal pris pour les obtenir, ces aveux. Non, personne ne s'y est mal pris pour les obtenir, et surtout pas l'avocat de la partie civile. Il a extrêmement bien fait les choses. Mais il a une limite. Il a une limite qu'il est l'adversaire de ma cliente. Et que ma cliente a un système, une façon de penser et de Ce que je veux réagir. dire, c'est vous, en fait, c'est là le paradoxe, c'est vous qui, au fond, êtes l'avocat de sa défense, êtes peut-être le plus à même d'obtenir des choses d'elle. Oui. Parce qu'elle me fait confiance et qu'elle a une psychologie comme ça. Et que quand elle a confiance, elle peut avancer, si vous voulez. Mais c'est une démarche qui lui est personnelle. C'est une criminelle. Donc quand on parle de criminel, il faut faire très attention de ne pas attendre d'un criminel qu'il raisonne comme vous et moi, qu'il ait une empathie particulière. Mais si vous raisonnez comme la personne, comme la criminelle, et que vous l'accompagnez, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas aller sur ce chemin et qu'il puisse, à un moment donné, donner des informations aux parties civiles. Laurent Valdiguier, vous avez suivi évidemment ce procès. C'est l'avocat d'une énigme. Donc on se dit deux choses. On se dit d'abord, il a peut-être un peu les clés de l'énigme, puisqu'il est le plus proche. Maître Delgenès, il a fait une plaidoirie tout à l'heure. Ça a duré 1 heure au cordeau. C'est une plaidoirie, quand on relit ses notes, il n'y a rien de trop, il y a tout. Et il n'y a pas de gras, surtout. Vous savez, les avocats, souvent, ils plaident parfois longtemps. Il y a beaucoup de choses redites et tout ça. Alors lui, il n'y a pas un gramme de gras. Il a tout, il a plaidé exactement la force de Monique Olivier, le seul truc qu'elle a pour elle. Et il l'a dit sur tous les tons, c'est sans ses aveux, il n'y a pas de procès. Au fond, sans ce qu'elle a dit,
il n'y a pas y a pas la résolution de ces trois enquêtes. Alors c'est ça le paradoxe de Monique Olivier, et puis le paradoxe de sa défense, c'est que heureusement qu'elle est là. Mais d'un autre côté, elle est là, mais plus elle parle, plus on mesure l'étendue de tout ce qu'on ignore. Autrement dit, plus elle parle, moins elle parle. Et plus elle est là, plus... Alors il a essayé, hein, il a tout essayé, Maître Jeunesse. Il a interrompu le président des Assises au bout de 20 minutes, alors qu'il commençait son interrogatoire. L'interrogatoire du président, ça dure une matinée en général, c'est quasiment un cérémonial aux Assises. Il l'a coupé, il a dit écoutez, si je peux me permettre, parce qu'on sentait que lui seul avait la clé. C'est ça. Mais c'était un peu trop tard. Parce qu'au fond, on se doute bien, et on le rappelle pour nos téléspectateurs, que votre job dans cette affaire-là, c'est pas d'innocenter Monique Olivier, c'est évidemment de libérer l'esprit, l'état d'esprit des parties civiles, des familles, mais peut-être de la libérer elle aussi. Mentalement, moralement. Non, mais il faut bien comprendre qu'une personne qui a été condamnée à la prison à vie ne peut pas raisonner en termes de justice, de prison ou autre, c'est acquis. Donc maintenant, quand on est face à soi-même, le choix qu'on a à faire, c'est soit, elle me dit souvent, je ne suis pas Michel Fourniret, mais je lui dis, c'est bien beau de le dire, maintenant il faut le montrer. Et donc le montrer, c'est parler. Et Michel Fourniret ne parle pas, il n'avoue pas, elle parle, elle avoue. Et je trouve que cette démarche-là, c'est ce qu'elle accepte de faire. Je trouve qu'humainement, c'est tout ce qu'elle pouvait donner. Elle n'a pas tué, mais elle est complice d'un tueur, Pablo. Oui, vous dites, elle parle, elle avoue, pourtant il reste des silences, il reste des énormes zones d'ombre. Il y a aussi eu beaucoup de confusion, à la fois sur les dates, sur les noms. Est-ce que tout ça, elle le fait à dessein ou c'est de part malgré elle parce que, comme vous dites, elle a un cerveau de criminel qui ne fonctionne pas tout à fait comme le nôtre? Non, mais elle est tombée dans l'abîme Fourniret. Je veux dire, on n'en sort pas comme ça. Fourniret, c'est un tueur en série. Je veux dire, le procès qu'on a vécu, il n'y a pas le tueur en série. Elle est tombée dans sa vie, rappelons-le, par petite annonce, hein, ce qui me paraît... Par correspondance. Voilà, incroyable. Alors qu'il était en prison. Oui. Et elle, au départ, elle n'a pas de casier judiciaire. C'est une femme qui est garde malade. Elle écrit à un détenu en disant « je vais partager ma solitude avec lui ». Elle tombe sur Michel Fourniret. Je veux dire, la malchance est au cœur de leur relation au départ. Et puis, elle a un système de pensée, de fonctionnement qu'il faut comprendre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elle manipule? Elle essaye de manipuler la justice ou vous, ou pas du tout? Alors, il y a deux écoles. Hein. Soit c'est une perverse manipulatrice, soit c'en est pas une. Bon, voilà. Et vous, alors, vous dites quoi? Les experts, vous avez 3 experts qui disent qu'elle est perverse manipulatrice, vous en avez 3 autres qui disent qu'elle ne supporte pas la coercition et qu'elle ne peut pas résister. À peu de choses près, c'est ça. Moi, ma vérité, c'est que sa personnalité est telle, je pense ça, c'est qu'elle a toujours été la même, tout le temps, mais qu'elle a besoin d'exister pour quelqu'un. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et que si elle tombe sur Michel Fourniret, elle va faire du zèle. Elle va être la complice parfaite, si vous voulez. Pas pour faire du mal, pour exister pour lui. Et j'ai toujours pensé que si elle avait rencontré quelqu'un de bien, elle aurait fait le bien avec cette personne-là, pas pour faire le bien, pour exister pour cette personne. Charles Consigny, évidemment que ça passionne. Hein. Oui, bien sûr. Mais mon confrère a un peu répondu à ma question, qui est que je me demandais, moi, comment elle justifiait ses actes à la barre. Je veux dire, elle est quand même accusée de choses ignobles. Et on a eu l'impression d'une accusée complètement mutique, où on avait du mal à comprendre exactement ce qui avait pu la pousser à participer à autant d'actes criminels. Parce que je crois qu'il y a plus de 10 victimes, si mes comptes sont bons. Combien On saura demain. 11 victimes. On saura demain, dites-vous. On saura demain s'il y en a 3 autres. Il faut se garder de commenter les décisions de justice avant qu'elles soient rendues. Voilà. Faut quand même. Mais pour répondre... Non, mais pas. Qu'est-ce qu'elle dit quand on l'interroge? Pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas parti? Qu'est-ce qu'elle répond? C'est pour ça qu'elle est insondable, si vous voulez. Parce qu'elle peut participer en révélant des faits, en se disant je vais avouer, même des choses qui sont dans un huis clos meurtrier, c'est-à-dire où vous avez uniquement la victime qui ne sera plus là, Michel Fourniret et elle. Et personne ne sait ce qui s'est passé à part elle. Et elle le dit. C'est quand même extraordinaire d'avouer ça, alors que rien ne vous y oblige et que vous partez sur une perpétuité. Et dans le même temps, quand vous lui demandez pourquoi, elle ne sait pas le dire. Mais donc elle répond quoi? Elle reste silencieuse? Je pense qu'elle n'a pas Je pense qu'elle ne le sait même pas. Je pense qu'elle ne le sait pas. Alors, les explications, elles sont psychologiques. Je veux dire, soit vous pensez qu'elle y prend du plaisir et c'est une perverse, et elle ne vous le dit pas.
Soit vous pensez que, dans ce cas-là, elle n'a pas de capacité, alors c'est ce qu'on appelle l'emprise, plus ou moins. Je pense qu'elle ne sait même pas, en fait, si vous voulez. Et quand vous lui posez la question, elle vous dira, je ne sais pas. Christane Banon. Moi, je suis étonnée parce que vous en faites quelqu'un qui a l'air presque sans perversité, en tout cas qui est assez comme vous avez l'air de la décrire. Et je me souviens dans un livre qui s'appelait Ma rencontre avec le mal, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas comment ça se prononce, de Francis Narkbar, qui est le procureur qui a suivi l'affaire. Et il expliquait que cette femme était complètement double. Elle était absolument différente quand elle était interrogée, où elle pouvait mettre 20 minutes à faire une phrase avec des passages, des blancs très très longs, et qu'à l'instant où elle signait sa déposition, c'était plus la même. Elle vrillait, tout d'un coup elle parlait comme vous et moi. Donc c'est quand même... Il y a quand même quelque chose qui n'est pas si simple chez Monique Olivier et qui n'est pas juste de l'ordre de la personne qui était parfaitement normale et qui l'a rencontrée et qui est devenue peut-être quelqu'un de moins bien, comme vous dites. Elle aurait pu, en rencontrant quelqu'un de bien, devenir faire C'est vrai autre ce que chose. raconte Christane Banon. C'est pas si simple que ça. Je veux dire, ça, c'est un avis de procureur dans un livre. La réalité, c'est... C'est le procureur qui a suivi l'affaire quand même pendant des années. Et alors? Il a plaidé pour n'en dire que du mal tout à l'heure. Justement, là, il est gêné, donc il ne veut pas le dire là. Mais dans la salle d'assises, il a dit que ce procureur avait dépassé toutes les bornes, qu'il avait fait des interrogatoires de Michel Fourniret en dehors de toute procédure et qu'il avait bousculé Monique Olivier. Et que ça avait fait expliquez-nous à perdre ce moment-là, 10 parce que ans. ça nous intéresse. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question, je ne le connais pas. Bon, sans s'avère, je pourrais vous dire que Mme Kéris, qui est la juge d'instruction, qui a réussi à obtenir les aveux de Monique Olivier, a une version totalement différente. Elle vous dit que cette femme-là, elle est plutôt soumise, qu'elle est plutôt incapable de s'opposer à autrui. Vous voyez, ce sont deux visions différentes. Est-ce qu'elle aurait pu arrêter son mari? Est-ce qu'elle aurait pu empêcher ces meurtres? Je pense qu'un complice peut toujours arrêter l'auteur principal. C'est pour ça qu'elle est coupable. C'est parce qu'un complice, il a participé. Si elle l'avait arrêté, elle ne serait pas complice. Un mot Oui. sur votre métier. Pardon, je vous interromps parce que moi je trouve ça passionnant. C'est un métier que j'aurais rêvé pouvoir faire un jour parce que ça, on se retrouve dans des positions. Vous pourriez être du côté des parties civiles, des familles, et puis là aujourd'hui vous êtes du côté de celles qu'on pourrait être, qu'on pourrait surnommer le diable. On vous surnomme parfois l'avocat du diable, mais c'est vrai. C'est passionnant. Est-ce qu'on se dit à ce moment-là, j'ai peut-être le procès de ma vie, le procès de mon métier? Comment on vit ça? Moi, j'ai commencé à défendre Monique Olivier, j'avais 30 et quelques années. Donc, vous voyez, au bout de 20 ans, comme ça, ça vous tombe dessus. Et puis voilà, je ne me pose pas trop de questions. Mais, Vous aviez refusé d'ailleurs une première fois. Ça n'a pas été oui, je vous défends tout de suite. Non, j'ai refusé Michel Fourniret. Parce que je sortais d'un criminel en série déjà. Et les choses ne se sont pas faites. Donc, je voulais pas. C'est trop proche comme ça. Et puis, j'étais jeune. Et après, il y a eu l'opportunité de pouvoir défendre Monique Olivier parce qu'on me l'a demandé, et je fais mon métier pour défendre des choses qui sont plus complexes que d'autres. Enfin, je trouve ça normal. Donc ça, j'ai été motivé par ça. Mais si vous voulez, l'évolution, 3 fois défendre une femme, 3 fois devant 3 cours d'assises différentes, c'est quand même pas commun. Et ce qui est intéressant dans ce qui se noue là, c'est que j'avais une défense plus dure à l'origine, parce que je ne savais pas ce qu'elle allait prendre comme peine d'emprisonnement, parce que je ne savais pas sa participation réelle à tous ces faits, et puis au fur et à mesure du temps, la défense est totalement modifiée. Comme vous le disiez, maintenant, je me retrouve, mais c'est tout le paradoxe de cette femme qui arrive à amener son avocat de la défense à lui faire parler pour les victimes. Ce qu'il y a à mettre, c'est Un mot, Laurent Valdiguier. ils ont quand même une relation incroyable, hein, tous les deux. C'est-à-dire Monique Olivier, c'est un bloc de glaçons. Elle s'est excusée plusieurs fois, elle ne sait pas pleurer. À sa place, on aurait pleuré toutes les larmes de la terre. Elle ne sait pas pleurer, elle est froide. Elle est insondable et elle est enfermée dans ce box. L'autre jour, en la regardant des heures, elle venait d'avouer quelque chose, une scène qui au fond était abominable. Je me suis dit, mais c'est pas possible, des ailes vont pousser de son dos, elle va s'envoler en crachant. C'est le diable. Évidemment, on pense ça. Et puis en réalité, non, elle est là, elle est toute seule, et la seule personne qu'elle écoute vraiment. Alors, elle a une bonne relation avec Maître Seban, qui est son antithèse, qui est l'avocat des parties civiles, et ils s'entendent bien tous les deux, paradoxalement. Mais la seule personne, elle guette son regard. Tout à l'heure, elle l'a félicité après qu'il ait plaidé. Il lui met la main comme ça sur le bar du box. Ils ont une relation incroyable tous les deux. Et c'est vrai que ce procès qui était très difficile, les parties civiles, tout le monde attendait plus de Monique Olivier, bien sûr. Il y a trop de trous dans son récit. On se dit, elle ne peut pas être restée 4 heures, 6 heures, toute seule avec Estelle Mouzin et avoir échangé qu'une phrase. On se dit, c'est pas possible, on en veut plus. La seule personne, et c'est pas fini,
qui peut-être un jour permettra d'en savoir un peu plus sur tout ce qui manque. Et puis aussi les autres crimes. L'air de rien, à ce procès, elle en a avoué 2 autres. On ne sait rien de ces 2 disparus supplémentaires. Rien. La seule personne qui pourra peut-être faire avancer vers la vérité, vers ce chemin, cet autre chemin, comme il a plaidé aujourd'hui, c'est Maître Delgenès. C'est vrai qu'on Vous avez pense un au bon père. avocat. On pense, oui, on pense à Éric Mouzin, parce que c'est vrai que le père d'Estelle Mouzin, qu'on a vu depuis des années sur toutes les chaînes de télévision, au point même qu'à un moment donné, je me souviens, certains, pas j'allais dire pas moi, mais certains pensaient même c'est-à-dire qu'on a même les soupçons qui arrivent sur la famille. C'est terrible de vivre ça, parce qu'on dit, mais c'est fou, l'énergie qu'il met à vouloir retrouver sa fille. C'est vrai que ça en arrive à attirer c'est terrible ce qu'il a pu vivre, cet homme-là. Aujourd'hui, on sait que sa fille a été victime, je dis des Fourniret, voilà, du couple Fourniret, et sauf qu'on ne sait toujours pas où se trouve le corps. Je pense à lui, à ce papa, qui aimerait peut-être, j'imagine, enfin savoir. Et il le saura un jour, vous croyez? Et Monique Olivier a dit où était le corps d'Estelle Mouzin. Je sais, c'est d'ailleurs ce que vous dites que dans le procès, on essaie de lui faire redire des choses qu'elle a déjà dites, mais qu'elle n'arrive pas à redire. On arrive à des absurdités, c'est-à-dire qu'on lui pose la question, vous nous dites pas où est le corps alors qu'elle l'a dit, et elle répond à une autre absurdité, elle dit, je ne sais pas où il est, alors qu'elle l'a dit. Vous voyez le dialogue, comment Mais pour répondre à votre question, et il faut rester il faut garder une distance nécessaire. Vous voyez, Monique Olivier, elle m'appelle maître, et je l'appelle Monique Olivier ou Madame Olivier. On n'a jamais eu de proximité particulière. La confiance, c'est ça. Il faut rester professionnel. Par contre, elle sait que je serai toujours là pour la protéger en tant qu'avocat de la défense. Mais il n'y a pas plus que ça, pas moins que ça. C'est nécessaire. Et c'est comme ça qu'elle peut avoir confiance. Il ne faut pas se tromper. Et vous avez jamais eu envie de jeter l'éponge en 20 ans, puisqu'on sent en plus que c'est une cliente qui est pas facile? Mais non, mais je ne vois pas pourquoi j'abandonnerais un client qui me fait confiance. La relation avocat-client, c'est la confiance. Tant qu'il y a de la confiance, je n'ai pas de raison de dire moi, j'ai plus envie de vous défendre. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Parce que j'ai lu, notamment dans une interview très, très intéressante d'ailleurs dans le Parisien aujourd'hui, que vous avez subi, vous, des pressions, vos enfants aussi, parce que vous étiez l'avocat de Monique Olivier. Oui, enfin, ce sont des non-événements. Enfin, je veux dire, c'est pas évidemment. C'est un peu clivant. Mmh. Voilà, si vous acceptez pas les règles du jeu, alors évidemment, c'est un peu compliqué. C'est rien, ça, c'est pas grave, rien du tout. Comment la juge d'instruction, a-t-elle fait pour obtenir les aveux? Elle était intelligente. Je pense que dans le code pénal, on devrait mettre article 1, soyez intelligent. Je veux dire, non, mais c'est une réalité, parce qu'on met des lois, vous mettez des bonnes lois, si elles sont mal appliquées, ou par des gens qui ne le sont pas, intelligents, vous aurez une débilité. Vous pouvez mettre des collégialités à 50 000 juges, si c'est mal appliqué. Bon, voilà, l'intelligence. Voilà, quand vous avez des gens intelligents, ils n'ont pas besoin de loi. Donc ça, c'est la base. Donc elle a été intelligente, elle est bien rentrée. Justement, vous savez quoi? Pour répondre à votre question, elle a fait tout le contraire de ce que pensait M. Nachbar. C'est-à-dire Vous parliez du procureur qui l'imaginait comme une perverse, etc. Elle a fait tout l'inverse. Et elle a obtenu des aveux. Vous voyez comme quoi, des fois, la conception qu'on peut avoir de quelqu'un... Ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'elle ne l'est pas, perverse. Mais qu'il ne fallait pas l'envisager comme telle. Non, parce qu'une perverse, ça n'avoue pas. Michel Fourniret n'a jamais avoué. Oui. Michel Fourniret, c'est un pervers. Et je peux dire, M. Mouzin... Il y a plusieurs formes de la perversion. Oui, mais je vois pas le rapport. Si elle n'est pas perverse, elle l'est pas. Il y a beau y avoir plusieurs formes de perversité. Si elle n'est pas perverse, elle l'est pas. Ça n'est pas que ne pas dire quelque chose. Ça peut se manifester autrement aussi. Mais non, mais la perversité, c'est jouir du malheur qu'on fait aux autres. Elle n'a jamais joui du malheur qu'elle faisait aux autres. Sa réalité, elle est ailleurs. Vous voyez? Pour conclure, Laurent Valdiguier. Il a dit une belle phrase d'un autre avocat, Maître Lombard, qui résume bien sa position à lui. La justice, je l'ai dit de mémoire, mais la justice sans la défense, c'est une vengeance endimanchée. Et c'est ça, maître? C'est ça, c'est une forme endimanchée de la vengeance, voilà. C'est vrai. Elle restera en prison toute sa vie, une toute dernière question. Oui, elle a 75 ans, je pense qu'avant 85 ans, on ne se posera pas la question d'une sortie éventuelle. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est passionnant évidemment, Maître Delgenès. C'est un plaisir de pouvoir vous poser ces questions à propos du procès de Monique Olivier.